Bonsoir à tous, c'est un projet enthousiasmant que nous vous présentons ce soir dans Autrement, un projet de colocation pas comme les autres. Il abrite dans une maison bruxelloise de Schaerbeek des mineurs à partir de 16 ans qui sont en difficulté, en rupture familiale, qui sortent parfois d'institutions et des étudiants du supérieur. Tout ce petit monde, 4 étudiants et 2 mineurs cohabitent et les mineurs au contact des plus grands, si on peut les appeler comme ça, peuvent demander un conseil, un soutien s'ils le souhaitent, une façon pour eux d'apprendre à vivre en autonomie. C'est le projet de l'association Autrement dit et avec un nom pareil, ça ne pouvait que nous intéresser dans l'émission Autrement. On va découvrir tout de suite cette maison en images. On a été filmé hier soir, c'est à Schaerbeek, à l'avenue de Molder. Je vais vous donner la parole, Nicolas Pan, vous êtes le directeur pédagogique de l'ASBL Autrement dit. Alors ça part de quel projet, de quelle idée, pourquoi avoir créé cette colocation pas comme les autres ? Alors, Autrement dit, c'est un service d'accompagnement à mission socio-éducative et une de nos missions, c'est d'accompagner des jeunes dans un projet d'autonomie. Et donc, depuis quelques années, on fait le constat qu'il est très, très difficile pour des jeunes, quand ils sont encore mineurs, de pouvoir trouver un logement décent à Bruxelles. Et donc, on s'est dit que ce serait vraiment une solution de pouvoir mettre en place un projet structurel pour qu'ils aient rapidement une solution pour se loger. Et donc on a mis en place ce projet et il a ouvert ses portes cet été. Ouais, alors on le voit là, c'était une soirée jeu hier soir, on a joué au Uno, on a joué à la Xbox. Les deux mineurs, on ne les voit pas forcément puisqu'on garantit leur anonymat. Mais ma question, on parle d'une colocation pas comme les autres. Pourquoi associer des étudiants, je vais vous les présenter dans quelques secondes, et des mineurs ? Alors, notre idée à la base, c'était de ne pas ghettoiser ces mineurs et de ne pas mettre des jeunes en difficulté que entre jeunes en difficulté. Et donc, on voulait le plus possible avoir une colocation normale. Et alors, on s'est inspiré d'un modèle qui existait déjà et qu'on trouvait vraiment intéressant d'avoir en effet des étudiants qui sont déjà lancés un peu plus dans leur parcours de vie et de les mettre au contact avec des plus jeunes mineurs qui peuvent, comme vous l'avez dit, demander conseil et pouvoir s'inspirer un peu de modèles comme vous les voyez ici. Voilà, alors on les a déjà vus sur les images, ils sont sur notre plateau aussi, 3 étudiants, Denise, Élise et Jean-Marc. Denise, bonsoir, vous êtes étudiante en kiné. Exactement. Une chose qui est spécifique avec vous, c'est que vous avez connu, vous, ce type de projet, puisqu'on parlait d'un autre projet qui existe dans le centre de Bruxelles, qui s'appelle la VARAP. Vous y êtes allé comme mineur. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Denise ? Ça m'a énormément apporté dans le sens où les étudiantes qui étaient là-bas m'ont apporté un soutien moral, psychologique et même au niveau de mes devoirs et tout ça. Donc, elles étaient là pour moi, donc quand j'en avais besoin. Et donc, les éducateurs aussi étaient là. Donc, moi, vraiment, mon but dans cette coloc, c'était vraiment d'aller retransmettre en fait ce que j'ai vécu à la VARAP. Ouais. Alors Jean-Marc, bonsoir, vous êtes étudiant en cuisine. Alors certains pourraient se dire, mais quelle drôle d'idée d'aller dans une colocation comme celle-là. Quelles étaient vos motivations Alors tout d'abord, mes motivations, c'était de trouver un logement, que ce soit en colocation ou seul. Mais j'ai décidé de me diriger vers la colocation parce que, ayant grandi dans une famille nombreuse et toujours entouré, je ne me sentais pas de vivre seul sans bruit à la maison, parce que ça fait partie de moi. Et le projet m'a grandement intéressé parce que je me suis dit que vis-à-vis de mon parcours, étant donné que j'ai souvent changé de filière d'études, je me suis dit que je pourrais aider à accompagner ces jeunes. Alors on verra quelle forme peut prendre l'accompagnement. Je vais encore vous présenter Élise. Bonsoir Élise. Bonsoir. Vous êtes étudiante en psycho. Même question pour vous. C'était une volonté de votre part d'aller à un endroit où il y avait ce possible soutien à des mineurs d'âge ? Moi, j'avais jamais entendu parler de ce projet et quand j'ai vu ça j'étais curieuse, j'ai voulu savoir ça donnerait quoi dans ma vie parce que j'ai jamais vécu avec des si nombreuses personnes. Donc c'était vraiment une nouveauté et je voulais vraiment connaître des gens. Et parfois, je me sens plus proche
à des mineurs qu'à des majeurs. Donc pour moi, c'était intéressant d'avoir ce mélange. Alors on verra quelles interactions vous avez nouées ensemble, quelles collaborations aussi. On a rencontré une des deux mineures qui est en colocation avec vous aujourd'hui. Alors on ne va pas dire son nom, on va choisir un prénom d'emprunt, c'est Sophie. Vous n'allez pas voir non plus ce visage, mais elle a accepté de se confier à nous et on l'en remercie. On lui a d'abord demandé de nous parler de son parcours. J'ai eu un parcours difficile depuis que j'ai quitté la maison de mes parents. J'ai été à la rue, j'ai fait des centres et c'est un peu difficile. Je suis arrivée ici parce que je suis suivie par le tribunal et j'ai un délégué SPJ qui a trouvé une place à Autrement dit. Et donc j'ai fait des entretiens, tout s'est bien passé, donc je me suis installée ici. L'autonomie, c'est quelque chose que je ne m'imaginais pas aussi rapidement. Enfin, je voyais ça très très loin pour moi et je savais que ça allait être difficile, mais je savais aussi qu'il y avait des assistants sociaux qui allaient m'accompagner pour être autonome, pour que j'apprenne à être autonome, pour plus tard vivre seule. Pour moi, c'est une chance. Oui, alors une chance. Vous avez considéré, vous, Denise, quand vous étiez à la VARAP au centre-ville, que c'était une chance pour vous aussi? Oui, moi quand j'étais à la VARAP aussi, le projet pour moi c'était aussi donc la mise en autonomie et aussi parce que je cherchais le plus rapidement possible donc un logement. Et donc, on peut dire ça, oui, donc que c'était une vraie chance et j'ai saisi l'occasion. Oui, et vous vous êtes heurté vraiment, Nicolas en parlait, à cette difficulté de vivre en autonomie, vivre seul à cet âge-là, trouver un logement aussi. Ouais, c'est très très difficile, mais du coup là, c'est pour ça que je suis venue dans ce projet-là, donc pour un peu montrer aussi à tout le monde comment ça s'est passé. Ouais. Alors Nicolas Spam, on parle donc, vous êtes mandaté par le tribunal de la jeunesse, par un service d'aide à la jeunesse pour accompagner ces jeunes. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a deux missions. On a l'accompagnement de jeunes qui vivent en famille et l'autre mission, c'est l'accompagnement de jeunes dans un projet d'autonomie. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez spécifique. Et donc ça comporte à la fois un accompagnement administratif, mais aussi de recherche concrète de logement, de constitution de garanties locatives, de pouvoir visiter des appartements, pouvoir parfois convaincre des propriétaires. Et c'est vrai que quand on est mineur, qu'on a 16 ou 17 ans, c'est pas facile de convaincre un mineur. Et donc notre mission, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes-là à pouvoir s'installer, à pouvoir apprendre à gérer un budget, à pouvoir aller à l'école. Donc toutes des choses qui ne sont pas évidentes quand on a 16-17 ans. Oui, vous avez cherché, vous, un logement toute seule à un moment donné ou avec l'aide? Vous avez essayé ça? Oui, plusieurs fois. Pourtant, c'est super compliqué de trouver déjà un logement et de trouver un logement qui est convenable et aussi qui rentre dans les budgets. Et donc, j'ai eu l'aide aussi de mon éducateur qui a pu m'aider aussi. Donc, mais là, autrement dit, donc j'ai trouvé sur Internet. Oui, parce qu'il y a un avantage que vous offrez à ces étudiants, c'est que le loyer qu'ils payent est beaucoup moins cher que celui du marché. Hein. Ah oui. Oui, ça, c'était une idée dès le départ du projet, c'est qu'on voulait que ce soit accessible aux étudiants, à n'importe quel étudiant, sachant que la précarité étudiante, c'est une réalité aussi. Et donc, en échange d'une présence régulière dans la coloc, et alors on leur demande aussi d'organiser une activité collective par semaine avec tous les habitants. Et en contrepartie de ça, on demande un loyer pas trop élevé, en effet. Ouais. Ouais. Alors là, Élie, ça y est, ça fait maintenant quelques mois que vous y êtes. On peut dire que il y a eu, j'imagine, au début, il a fallu apprendre à se connaître. Comment ça se passe dans la vie quotidienne, vous et les mineurs, quand vous êtes ensemble? Ça se passe très bien de base, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en particulier les autres colocataires sont très chaleureux, donc c'est très facile à être avec eux. Et avec les mineurs, j'ai l'impression qu'on donne aussi cette impression pour elles de pouvoir s'exprimer avec nous, de pouvoir parler avec nous quand elle veut. Donc, du moment, ça se passe très bien, je dirais. Ouais, et Jean-Marc, vous vous engagez à quoi finalement quand vous avez signé le bail, vous vous engagez à quoi en fait? En soi, quand j'ai signé le bail, je m'engageais
à établir une présence sur les lieux et à vivre ensemble avec les autres, donc à m'entendre avec eux, à participer en fait à la vie commune de la colocation. Ouais. Et donc l'activité qu'il faut organiser une fois par semaine, les rencontres, est-ce que ça coule de source, ça se fait facilement ou alors on est encore en phase de rodage, comme on dit? En soi, ça peut se faire assez facilement, c'est selon nos emplois du temps qui sont assez compliqués à gérer. Ouais. Mais une fois que c'est mis en place, on passe un bon moment tous ensemble et ça va très bien. Ouais, alors j'ai demandé aussi à Sophie comment se passe la relation entre vous, les étudiants, et elle, les deux mineurs. Je lui ai posé la question. Je vous propose d'écouter sa réponse. Disons qu'il y a des complications. On ne s'entend pas toujours très très bien. Il y a des choses, par exemple, des fois, on n'est pas d'accord, mais on apprend à discuter ensemble, à arranger les problèmes s'il y en a. On parle beaucoup, même des problèmes qui peuvent arriver, par exemple, aux jeunes qui sont en autonomie, sont des jeunes qui sont plus petits. Donc les grands, les étudiants, sont derrière eux à leur donner des conseils. En tout cas, pour moi, on m'a donné beaucoup de conseils, on m'a aidé. On m'a aidé même pour des démarches, on m'a donné de la force, on m'a beaucoup aidé. Ils sont très à l'écoute, ils sont gentils, ils sont respectueux, ils sont vraiment parfaits. Il y a des jeunes, des fois, qui remarquent que ça ne va pas, donc eux viennent me parler, mais très souvent, c'est moi qui vais vers eux, demander des conseils, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. Quand c'est tard le soir, je sais qu'il y a un numéro qu'on peut appeler même la nuit quand les assistantes sociales ne travaillent pas. Mais j'ai plus tendance à aller les personnes qui sont plus autour de moi, à l'instant même, que d'appeler, etc., attendre qu'on me réponde. Donc en fait, ils sont là, on dort dans le même bâtiment, on discute souvent, ils savent ma vie, je sais leur vie à eux. Et donc, en plus, ce sont des personnes qui ont mon âge, plus ou moins, même s'ils sont un peu plus grands. Donc, je me sens, on va dire, plus à l'aise, même si avec les assistantes sociales, je me sens bien, parce qu'ils donnent aussi des bons conseils. Mais avec les jeunes de mon âge, c'est différent. Ah bah voilà, quel beau tableau, je vous ai vu sourire. Je vous ai vu sourire, Denise, vous en revenez pas quand elle a dit ils sont parfaits. Parfait. En vrai, oui, on est parfait. Ouais, mais justement, alors là, elle dit effectivement qu'elle compte sur vous à certains moments. Comment ça se passe l'interaction? Comment faire pour à la fois donner du conseil, mais pas paraître intrusif, pour qu'il y ait un vrai échange? Bah justement, on a mis ce truc en place où quand le jeune a besoin d'aide, il peut venir nous voir, nous solliciter, donc nous poser des questions. Et nous, à ce moment-là, on est là pour répondre à ces questions, pour l'aider s'il faut. Mais en même temps, c'est dans les deux sens. Donc si, par exemple, moi, j'ai besoin de quelque chose, en vrai, je peux aller lui demander. Mais on essaie quand même de garder aussi cette... Voilà. C'est difficile parfois, Élise, de garder une distance. Est-ce que parfois, on n'a pas peut-être tendance à surinvestir un petit peu le rôle qu'on pourrait avoir, le rôle d'aide? Oui, c'est difficile, on ne sait jamais c'est quand la limite, est-ce qu'on a trop... aller trop loin ou alors être trop intrusif à un moment donné. Ouais. C'est difficile, c'est toujours difficile de voir la limite, mais je pense on le sait avec Sophie en particulier, on sait quand est-ce que c'est la limite et on peut savoir, elle nous fait savoir. Si on ne le sent pas nous-mêmes, elle nous fait savoir. Et donc, c'est facile à gérer ces interactions. Ouais. Alors justement, pour ça, Nicolas, comment est-ce que vous cadrez les étudiants en disant vas-y, mais ne va pas trop loin en même temps? Alors, à la base, ce qu'on avait dit aux étudiants quand on les a rencontrés pour la première fois, on leur a dit il n'était pas attendu d'eux qu'ils soient assistants sociaux pour les mineurs. Après, dans la dynamique de vie collective, forcément, un mineur peut aller s'adresser, et ça, on n'est pas là pour le contrôler. Donc nous, on ne vit pas sur place. Et donc, ce qu'on a toujours voulu, en tout cas, c'est les laisser vivre leur vie. Par contre, on accompagne un petit peu la dynamique collective. Donc, on organise une réunion toutes les 3 semaines à peu près, pour pouvoir permettre à chacun de s'exprimer en cas de difficulté et les accompagner à pouvoir en parler.
et aussi mettre peut-être des petites choses en place. Et, Ouais, vous faites des jeux de rôle, par exemple, ou des choses comme ça pour repréciser les rôles de chacun. Exactement. Et donc vraiment, l'idée, c'est que un mineur sache à quel endroit s'adresser. Et donc, il a des accompagnants sociaux qui sont là, qui font des démarches avec lui. Donc, ce sont des interlocuteurs avec lesquels le mineur travaille. Après, il y a les colocataires, et donc en fonction des affinités, il peut s'adresser à l'un ou l'autre, mais on ne demande pas que les étudiants soient des assistants sociaux ou des pompiers. Voilà, on ne leur demande pas de venir à la rescousse des jeunes. Ouais, et en même temps, elle le dit, et vous l'avez peut-être vécu aussi, Denise, ou même quand vous étiez mineur, parfois c'est plus facile de parler à des jeunes qu'à un assistant social. Oui, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils sont là et ils savent vraiment ce qui se passe dans la maison. Et donc, les interactions sont plus simples, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Jean-Marc, elle parlait au tout début de l'interview, Sophie parlait des complications. Il y a des complications. Alors, c'est quoi ces complications? Est-ce que c'est comme dans toutes les colocs? Oui, c'est forcément comme dans toutes les colocs. Il y a des points de vue qui diffèrent. Mais au final, si jamais il y a un souci, on peut en parler entre nous et régler. Et c'est quoi? souci. C'est les problèmes de ménage, la distribution des tâches, par exemple? Oui, ce sont des soucis basiques en soi dans des colocations. Et Parce que- forcément, il y a des différends. Ouais. Si quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose, on ne peut pas forcer cette personne à le faire. Mhm. Du coup, on peut juste passer par le dialogue pour essayer de lui faire comprendre notre point de vue et essayer de comprendre son point de vue aussi pour... Ouais, alors il y a l'importance du dialogue, Nicolas, c'est quelque chose que vous apprenez finalement, des méthodes de dialogue avec les jeunes. On essaye en tout cas d'insuffler. Alors nous, dans le service, c'est vrai que dans le travail qu'on fait avec des jeunes ou des familles, on utilise pas mal d'outils d'intelligence collective. Et donc on essaye aussi de pouvoir transmettre certains outils de notre travail aux colocataires, et qui puissent peut-être se saisir de certaines choses et les appliquer alors dans leur vie quotidienne, collective, de groupe. Mais sachant aussi que ça fait pas si longtemps, hein, c'est depuis le mois d'août, ça fait 3 mois. Donc on a eu quelques réunions comme ça, et je pense que les choses se mettent petit à petit en place. Ouais. Est-ce qu'il y a dans votre chef, Élise, parfois le rôle de dire je suis comme une grande sœur, est-ce que ça vous traverse l'esprit, ça, ou pas? Maintenant, je ne sais pas si je peux faire ce lien, mais justement, quand j'ai vu ce projet, je me suis dit, ouais, ça serait bien de faire comme si j'étais une grande sœur aux jeunes, parce que, comme j'avais dit, je me sens parfois plus proche avec des gens plus jeunes que moi qu'avec les gens qui sont plus âgés que moi. Et donc, personnellement, j'ai aussi toujours voulu avoir des petits frères ou des petites sœurs, parce que je suis la petite dans ma famille. Donc, j'ai toujours eu cette curiosité de voir comment ça serait de vivre avec quelqu'un mineur. Ouais. Et- Ouais. oui. Alors vous le disiez, hein, Nicolas, l'idée c'est que ces jeunes aillent vers l'autonomie, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. C'est ce qu'on a demandé à Sophie, c'est quoi pour elle l'autonomie, vers quoi veut-elle aller? Écoutez sa réponse. J'apprends des nouvelles choses et je découvre qu'est-ce que c'est vraiment l'autonomie. Pour moi, c'est quelque chose de très nouveau. Au début, il y avait beaucoup de complications parce que à 17 ans, on n'imagine pas les choses comme ça. L'autonomie, pour moi, c'est d'abord c'est apprendre à gérer des responsabilités, apprendre à gérer le budget donné, tout ça. Apprendre à gérer une maison, par exemple, plus tard quand on va vivre seul, faire à manger, faire le ménage. C'est surtout, je pense, accomplir ses responsabilités. Par exemple, aller à l'école, travailler, des choses comme ça, des rendez-vous, par exemple. Avant, j'avais pas vraiment envie de faire mes rendez-vous, mais il y avait toujours quelqu'un qui, derrière moi, me disait, voilà, les éducateurs au centre, par exemple, tu vas te réveiller, il y a école, tu dois aller dans ce rendez-vous, si tu vas pas, voilà. Le centre et ici, c'est complètement différent. C'est vraiment, vraiment très, très, très différent. Au centre, c'était pas un centre fermé, mais on n'avait pas des sorties. On pouvait pas sortir et rentrer quand on veut, par exemple. Même pendant la journée, on devait, en tout cas moi, demander au juge. Ici, je me sens à l'écoute. Au centre, c'était plus, si tu respectes pas ces règles, on va prévenir le juge, tu vas perdre ta place, tu vas aller à l'IPPJ. Il y avait on donnait trop la pression et on se sentait pas bien. Moi, je me sentais pas bien. Par exemple, rentrer dans la chambre sans permission, ce sont des choses que moi, je
je peux pas accepter. Et ici, c'est complètement différent. Ici, on me respecte, ici, on m'écoute, ici, on pense à mon avenir. Ouais, Denise, vous vous retrouvez dans ce témoignage? Oui. Enfin, moi, j'ai pas vraiment vécu tout ce qu'elle dit donc, dans le centre et tout ça. Donc, moi, c'est vraiment un parcours complètement différent. Mais dans ce qu'elle dit, dans le respect, donc, dans le vivre ensemble, quand on est dans la maison, bah, on essaie quand même de faire attention. Donc, on a mis des règles en place à respecter. Donc, il y a des trucs qu'il faut pas faire, il y a des trucs qu'on peut faire. Mais d'abord, il faut quand même passer par le consentement, donc demander aussi. Donc, c'est super important pour nous de respecter ça dans cette maison. Donc, voilà. Ouais. Alors Nicolas, justement, là on voit très bien, quand Sophie le dit, c'est le plaisir de la liberté. On le sent vraiment, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, ce qui n'était pas le cas dans son centre, le respect de la vie privée aussi. Mais vous, à partir de quel moment vous vous dites, là il faut recadrer ou pas? Ouf, c'est compliqué comme question. A priori, de toute façon, on est dans quelque chose d'un peu cadré quand même. Enfin, en tout cas, nous, on travaille sous mandat du tribunal de la jeunesse ou du SAJ. Donc, c'est sûr qu'on a quand même une mission qui est relativement précise. Et alors, une autre balise, c'est la mise en danger, je vais dire. Et donc, oui, mais en même temps, vous n'êtes pas gendarme, quoi, vous le dites, en fait. Tout à fait, on n'est pas gendarme et on ne vit pas sur place. Maintenant, nous, dans notre manière de travailler, on est vraiment dans la responsabilisation. Et donc, que les mineurs puissent faire leur choix et d'assumer les conséquences de leur choix. Donc, c'est sûr que parfois, ça demande un recadrage. Mais l'idée, c'est que, pour nous, c'est ça l'autonomie, c'est qu'on puisse apprendre de nos erreurs aussi. Et donc, pour nous, les jeunes ont droit à commettre des erreurs. Et l'idée, c'est d'apprendre et d'évoluer, d'avancer. Ouais, c'est une question théorique. On va dire que pour l'instant, avec Sophie et l'autre mineur, tout se passe très bien. Donc, sur ce point-là, pas de problème. Mais j'avais envie tout de même de vous poser la question. Alors, Élise, vous avez signé, donc vous, pour 1 an. Vous allez faire toute l'année scolaire. Vous imaginez, après, pouvoir prolonger l'expérience? Oui, j'aimerais bien, en tout cas. Parce que du moment où j'ai pas de plainte, j'aime vraiment bien ce projet, mais l'endroit aussi, je me sens très accueillie et je me sens beaucoup mieux ici que où j'étais l'année dernière, même si c'était avec ma propre famille, c'était ma tante. Mais je me sens mieux avec des jeunes. Ouais. Comment vous voyez les choses évoluer, Jean-Marc, puisque vous aussi, vous êtes parti pour un bail d'1 an? Moi, actuellement, j'ai commencé à réfléchir à si je voulais rester ou pas. Mais au final, je me dis que ce serait bien de rester, d'apprendre encore des autres qui m'entourent, parce qu'on en apprend tous les jours. Et je me sens à ma place, je me sens chez moi. Ouais, alors une question, Nicolas, c'est vrai que les étudiants signent pour une année scolaire, les mineurs, elles, c'est pour une période de 3 mois, et donc elles sont susceptibles de partir dès qu'elles ont acquis une certaine autonomie ou trouvé un logement. C'est ça, donc on part en tout cas sur des périodes de 3 mois, mais qui sont renouvelables plusieurs fois, sachant que chaque jeune a son parcours, ses ressources, mais aussi ses fragilités. Et donc certains jeunes ont besoin parfois de plus de temps, donc ils peuvent rester 1 an maximum. Et d'autres jeunes sont déjà pratiquement autonomes et ont juste besoin d'un petit coup de pouce, d'un tremplin. Et donc au bout de 3 mois ou de 6 mois, ils ont l'opportunité de partir et de trouver un autre logement. Oui, parce qu'on imagine ce que ça peut représenter, de voir quelqu'un à qui on s'attache partir. C'est une chose à laquelle vous vous préparez, Denise? Pour l'instant, non. On est là, on profite du moment et on essaye de se dire, dans tous les cas, même si y a des allers-retours qui vont, on est au courant, quoi. Donc à ce moment-là, on mettra des choses en place pour pouvoir se revoir à l'extérieur et garder ce lien. Ouais, vous, c'est un lien que vous conservez. Exactement. En tout cas. Oui. Ouais. Alors, une question encore. On voit que ça, c'est un système que 2 mineurs peuvent en bénéficier. On sait que le besoin est immense, est énorme pour ces jeunes. On voudrait voir l'expérience se dupliquer dans d'autres endroits. C'est un projet, Nicolas, qui a été compliqué à monter. Oui, bien sûr. Alors,
nous sommes un service privé, mais qui fonctionnons avec des financements publics, de l'aide à la jeunesse, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais on est subsidié, pas du tout, pour pouvoir monter un projet de logement. Donc c'est sûr qu'on a dû aller chercher des financements pour pouvoir mettre en place ce type de projet. Donc c'est pas financé sur fonds publics en fait, ce projet-ci particulièrement? Ben, pas uniquement en tout cas. Alors on a fait appel à des fondations, à des fonds privés, on a répondu à des appels à projets. Donc ça représente énormément de travail qu'on a dû faire en plus de nos missions quotidiennes qui sont de s'occuper de jeunes. Et donc c'était pas évident. On a travaillé pendant 2 ans sur un projet pareil. Et on a eu une belle opportunité d'un bâtiment à Schaerbeek qu'on a entièrement rénové. Notre idée aussi, c'était d'avoir un logement de qualité. Et donc, on est assez content du résultat, et je pense que les étudiants aussi. Oui, effectivement, je pense aussi. Merci en tout cas, et bravo pour cette belle expérience. Merci Denis, Jean-Marc et Élise d'avoir partagé cette expérience avec nous. Et puis, bon vent à tous dans cette belle maison de l'avenue de Molder. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission. Très bonne soirée à tous.